dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons un point, une mise à jour des dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Et c'est Olivier Maltès qui est à mes côtés, comme chaque mois, le directeur des investissements d'Altéis. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. On parle du mois de décembre avec vous, qui va nous permettre d'avoir une vue complète sur les tendances de l'industrie ETF au cours de 2025. Tout à fait. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être rapidement du mois de décembre et comment est-ce que ces tendances s'inscrivent dans la tendance longue de 2025? On a eu un mois de décembre en termes de collecte un peu plus calme, enfin 27 milliards quand même globalement sur les ETF, avec 20 milliards sur les actions, un peu plus pratiquement 6 sur les obligations et 1,5 sur les matières premières globalement. Donc c'est encore un mois, alors on se dit un peu plus calme, on a eu des mois un peu plus importants, puisque évidemment, tout le monde l'a en tête, 2025, c'est une année de record, une nouvelle fois. On le finit à 343 milliards. On le savait même dès le mois d'octobre, oui, ça fait plusieurs mois qu'on avait déjà atteint les 254 milliards. Donc là, vous dites, c'est 343 milliards d'euros au total, collecte cumulée dans l'industrie ETF en Europe, sur 2025, contre 254 en 2024, ce qui était déjà un record. Oui, c'est une très très belle année. C'est pour ça que je dis qu'on finit un peu calmement, mais 27 milliards, c'est quand même, quand on remonte à quelques années, c'est quand même des gros volumes. Et on voit, c'est manifestement, et c'est toujours essentiellement en actions. On a 250 milliards sur l'année environ en investissement en actions, contre 214 l'année précédente. On a 79 sur le marché obligataire, contre 55. Donc là aussi, une grosse progression. C'est vraiment l'année 2023 qui a été l'année la plus importante sur les ETF obligataires pour profiter des taux qui est verrouiller les taux. Exactement. Et puis, on a eu 10 milliards quand même sur les matières premières. Et si on regarde les matières premières globalement sur l'année, c'est essentiellement les métaux précieux. L'or, évidemment, 4 milliards environ sur l'année de souscription, 2 milliards sur l'argent. Quand on regarde le pétrole, on est à 150 millions, donc c'est flat, c'est légèrement positif, mais c'est vraiment les métaux précieux et évidemment l'or et l'argent, même si on le sait, on l'a dit à plusieurs reprises au cours de l'année dernière, c'est pas forcément le véhicule préféré pour investir sur l'or ou sur l'argent. On a quand même vu cette tendance relativement forte aussi sur les ETF. Sur les 250 milliards de collecte pour l'univers action à travers les ETF, si on regarde les choses en dézoomant à travers l'année 2025, est-ce qu'il y a des grandes tendances qu'on a détectées, Olivier, que vous avez détectées? On a les grandes tendances habituelles, c'est-à-dire évidemment les grosses capitalisations mondiales. On le sait, les ETF en général, c'est grosses capitalisations mondiales, c'est les grosses capitalisations américaines. Donc même si on se souvient, en 2025, il y a eu plusieurs mois où on était même en décollecte sur les actions américaines. Au global, c'est quand même évidemment les actions américaines aussi qui ont drivé les flux, les grosses capitalisations européennes et de la zone euro. Et l'émergent, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans, mais l'émergent, il y a eu des bonnes performances sur l'année, il y a eu des flux aussi très importants globalement sur les ETF. Donc en termes de souscription et de collecte, on n'a rien de très surprenant, à part peut-être l'émergent qu'on peut noter qui est pas là tous les ans. En termes de décollecte, petite capitalisation américaine, toujours de manière relativement importante, les moyennes capis du Royaume-Uni. Et en termes de secteur, c'est l'énergie surtout qui a décollecté, les biens de consommation et les services et l'immobilier coté globalement sur les secteurs. Donc pas de surprise sur les collectes. Les collectes, c'est toujours un peu plus intéressant de voir là où les investisseurs aussi se sont désexposés. On verra bien effectivement ce que ça donne sur 2026, ces secteurs qui ont été mis de côté, j'ai envie de dire, par les investisseurs en 2025. Sur la partie obligataire, alors effectivement, une portion beaucoup plus congrue. Vous disiez 6 milliards de collecte nette tout au long de l'année, c'est ça pour l'obligataire? Non, c'est juste décembre. 79, pardon. Oui, 80 milliards de collecte nette sur l'ensemble de l'année pour la partie obligataire. Là aussi, quel type de tendance est-ce qu'on a pu observer? Alors, on a vu beaucoup de souscriptions sur les obligations d'entreprise en euros, globalement. Au niveau des États-Unis, plutôt de l'ultra court terme. On voit qu'il y a eu plutôt des prises de position sur du court terme et de l'ultra court. Aussi, les obligations mondiales et diversifiées. Donc, globalement, le Global Ag souscrit bien, qui permet d'avoir à la fois du souverain et du crédit. Le souverain européen et les obligations à échéance toujours. Donc, on voit que cette innovation qui date d'il y a quelques années continue du coup d'avoir des gros volumes de souscription et s'inscrit un petit peu dans la durée, dans l'univers ETF également, là où c'était plutôt réservé à la gestion active avec la sélection de titres. Ça a continué de collecter en 2025 avec des taux qui sont restés relativement importants aussi globalement sur les taux maturité un petit peu plus longues. En décollecte, le corpo américain globalement a décollecté. Et alors là, c'est plus spécifique, mais les obligations yuan, parce qu'il y a aussi des ETF qui permettent de s'exposer directement sur les obligations chinoises. Le souverain américain aussi a globalement décollecté. Et puis le souverain espagnol, globalement aussi, il y a eu des mouvements de sortie. Donc là, on est sur le marché vraiment européen. Donc après, sur certaines zones, il peut y avoir des mouvements relativement importants.
qu'est-ce qu'on peut dire du thème ESG? Mois après mois, on en a parlé pour dire que c'était un thème un peu moins puissant que précédemment. Oui, ça a été un thème un peu moins puissant. On a environ un peu moins de 6% des flux en décembre qui ont été sur le ETF, 4 en actions, donc c'est très très faible, 12% sur le marché obligataire. On a des flux, alors si on regarde les actions, en moyenne sur l'année 2025, on est plutôt à 2,6, donc sous les 3%. On était à 8,6 en 2024, donc ça continue globalement de baisser. Si on revient à la dernière grosse année vraiment importante, c'était 2022 en termes de flux, parce que ça a commencé là en termes de performance à vraiment laguer. On était pratiquement à plus de 60% sur les flux actions. Côté obligataire, c'est pareil, c'est toujours un peu plus soutenu, 14% côté obligataire. Et là, en 2022, on était à 58%. Et on voit globalement des mouvements comme ça de baisse en termes de flux, d'importance des flux. Et donc, du coup des assets, des parts de marché qui ont globalement réduit sur l'année 2025, encore sur le côté ESG. Bon, et puis on suit avec vous également la classe ou la catégorie des ETF actifs désormais. Là aussi, ça fait partie des nouveautés 2025. Enfin, les produits existent précédemment à 2025, mais c'est en 2025 qu'on a vu... alors, comment vous dites, une amorce, je veux pas parler, une amorce de début de décollage, c'est ça? On s'est mis à les suivre de manière un peu plus précise, effectivement, cette année. Pourquoi? Parce qu'on en a entendu beaucoup plus parler, globalement. On voit beaucoup plus de produits, on reviendra sur les lancements, mais c'est vrai qu'en termes de lancement, en termes d'activité, on voit que les industries, on voit qu'Amundi, par exemple, s'organise aussi de manière à être capable d'émettre beaucoup plus d'ETF actifs, de même faire du white labeling pour permettre aussi à des gérants de pouvoir lancer sur format ETF. Donc, tout ce mouvement-là, c'est dit, il faut vraiment qu'on regarde et qu'on s'y intéresse. Et quand on regarde justement en termes de flux, on ne voit pas grand-chose. Alors, on voit plein d'articles. L'offre se déploie. L'offre se déploie. Alors, il y a plus d'encours, évidemment, il y a plus de collecte, mais il y a plus de collecte au global. En proportion, on reste toujours sur environ 8% des flux. En termes d'encours, on est sur 3,5. C'est relativement stable en termes de flux de ce qu'on observe. C'est un mouvement qui est beaucoup plus marqué aux États-Unis. L'industrie s'organise, les produits se lancent. En termes de flux, pour l'instant, donc côté offre, un marché d'offre. Côté offre, on le voit. Côté demande, c'est pas encore là. Est-ce qu'on verra? Du coup, ce sera à suivre en 2026 si l'offre se transforme en demande. En tout cas, tout le monde s'y prépare et tout le monde se dit qu'il y a un potentiel important, surtout sur les ETF obligataires. C'est ce qu'on voit. Les flux vont quand même un peu plus sur les ETF obligataires que actions, aussi sur cette branche, un peu comme le ESG. C'est rigolo, quand on fait un peu le parallèle, c'est un peu ça. C'est aussi plus sur le côté obligataire où on se dit qu'il y a peut-être plus de gains sur le côté actif. En tout cas, on l'observe et on a vu des maisons vraiment actives aussi se lancer sur les ETF. On l'a vu sur toute l'année. Oui, je confirme. On a reçu Odo pour parler du sujet et d'autres encore. Oui, et il y en aura certainement. Et sans doute, certainement d'autres sur l'année 2026. Je vous le confirme, sans dévoiler de secret, je vous le confirme. Et justement, revenons, là, il nous reste quelques minutes. On regarde avec vous, vous nous apportez les lancements de nouveaux produits chaque mois. Pareil, si on dézoome sur l'année 2025, en termes de grandes tendances, à travers les lancements de nouveaux produits ETF, qu'est-ce que vous avez pu distinguer, Olivier? Moi, j'en ai distingué 7. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les 7, mais en tout cas, on a évidemment les ETF thématiques. Ça, on a vu un développement de l'offre des ETF thématiques et aussi des volumes. Alors, le point le plus marquant, évidemment, c'est la défense, puisque on a vraiment eu un regain d'intérêt globalement sur la stratégie défense, y compris sur les thématiques. On démarre l'année 2025 avec 5 ETF sur la défense, que des ETF mondiaux, donc vraiment plus sur la défense américaine. On finit l'année avec 20 ETF et on a vu à partir du mois de mars avec WisdomTree qui a lancé le premier, mais vraiment des ETF spécifiquement sur la défense européenne. Donc on a vu ce changement-là. Donc on passe de 5 à 20, donc on fait x4 en termes de nombre d'ETF avec du coup des spécialisations un peu plus importantes. Et en termes d'encours, on finit à 14,5 milliards en euros sur la thématique vraiment spécifique défense via ETF. Et on a un peu plus de 10 milliards de souscriptions. Donc on voit vraiment quelque chose. Donc voilà, ça a été une année thématique globalement et une année défense. Et puis ensuite, on voit, alors, si on regarde l'ESG, il y a eu toujours des lancements, même, un peu moins marqués que les années précédentes, où tous les mois, on voyait vraiment beaucoup, mais en tout cas, ça a continué. On a vu beaucoup plus, on l'a évoqué, de lancements sur les ETF actifs, donc peut-être un switch entre l'ESG et l'actif en termes de lancement. On a vu aussi l'activité PEA, avec des acteurs, notamment BlackRock, qui est arrivé aussi sur le fait d'avoir un ETF monde investissable en PEA. Et puis aussi, du coup, c'est Amundi qui avait fait un PEA 2 fois leveragé globalement. Donc on a vu que sur le côté PEA et le synthétique, globalement aussi se diversifiait. On a vu aussi les ETF à maturité qui ont continué. Donc on a vu que ça se marchait en termes de collecte, mais du coup, la gamme continue. Et donc, année après année, on va aussi élargir et rajouter des maturités pour permettre aux investisseurs aussi de continuer ou de rouler. Des ETF
d'allocation, c'est-à-dire des ETF qui vont mettre à la fois obligataires et actions pour permettre à des gérants ou à des investisseurs des CGP d'aller investir directement et d'avoir des positions prudentes, équilibrées, dynamiques, plutôt fixes. Donc soit fixes, soit en mode un peu life cycle, c'est-à-dire qu'avec une maturité, et plus on va se rapprocher de la date de maturité, plus on va augmenter le poids obligataire. Je comprends. Donc on a vu prépare la retraite, quoi. Exactement. Et on a vu aussi que les ETF essayaient d'aborder un point un peu crucial et un point d'inquiétude qui est la concentration des indices aussi, avec beaucoup d'indices equally weighted qui sont sortis. Donc en termes de performance, ça n'a pas forcément été au rendez-vous, mais en tout cas, on a vu que cette attente et cette crainte de certains investisseurs ont permis d'avoir un développement de ces ETF-là. Et on voit aussi des lancements d'ETF qui viennent apporter une protection grâce à des options à l'intérieur. Et là, c'est pareil, c'est un peu comme les ETF actifs, on suit les US, où on a vu que Goldman Sachs avait racheté au mois de décembre un acteur, Innovactor, qui est vraiment spécialisé dessus. D'accord. Ils ont mis 2 milliards sur la table pour acheter cet acteur-là, spécifique vraiment de ces ETF. Pour conclure, c'est ce que vous dites et c'est le message que vous portez depuis un moment chez nous notamment, Olivier, c'est que oui, l'ETF reste un produit simple, à frais réduits, bien sûr, mais au fur et à mesure que l'offre se développe, il y a quand même de plus en plus de sophistication, de complexité, alors toujours à moindre coût par rapport à ce que peut produire la gestion active, mais on n'est pas dans une offre toujours simple désormais. Non, alors c'est un produit qui est simple, qui est lisible, transparent, donc ça, les avantages restent là. C'est un produit qui reste moins chargé de toute façon que la gestion active traditionnelle, ça c'est sûr, mais par contre c'est un produit, et c'est des produits sur lesquels il faut de toute façon y passer un petit peu de temps et bien comprendre ce qu'on achète. On l'a vu aussi, on va parler marché un peu, mais l'effet du dollar sur l'année dernière a montré à beaucoup d'investisseurs que lorsqu'on investissait dans un ETF monde, on avait une grosse position en dollars, et que quand le dollar baissait de 14%, forcément, ça faisait quand même une grosse baisse. Et beaucoup d'investisseurs s'en sont rendus compte et n'avaient pas forcément pris conscience. Et ça, c'est une complexité un petit peu du premier niveau, j'ai envie de dire. Et donc, on le voit, c'est pas compliqué, mais il faut y passer du temps ou se faire conseiller par ces CGP ou par des sociétés de gestion. Mais vraiment, regardez, c'est pas compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas y passer un petit peu de temps. Et c'est vrai que comme c'est un marché, on le voit, là, drivé vraiment par l'offre au niveau des émetteurs, parce qu'il y a une forte demande et plus ça va, plus c'est une jungle. Exactement. Il faut y passer du temps. Les thématiques, c'est le cas aussi. Thématique, c'est toujours beaucoup plus concentré. Il faut regarder à l'intérieur vraiment comment est constituée la thématique pour pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, simple, transparent, mais ça ne veut pas dire... Facile d'accès, mais qui nécessite un petit peu de temps, travail. Comme pour tout. C'est très bien résumé. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Valdest, directeur des investissements d'Altéis, avec nous chaque mois pour cet observatoire des tendances au sein de l'industrie ETF.